fiancée là qui peut. Donc la banque centrale dit, bon, ok, comme l'économie est en train de ralentir, parce qu'une chose qu'il faut comprendre en économie, l'un des rôles principaux de la banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation. C'est-à-dire quoi? C'est de lutter contre l'augmentation des prix. Le rôle principal. Souvent, on entend parler de la cherté de la vie, c'est un phénomène qui est mondial. Partout dans le monde, la vie est chère. Donc, les banques centrales, là, elles se battent pour que les prix des denrées alimentaires n'augmentent pas. Donc, ne pas que ça augmente, elles jouent ce qu'on appelle sur ce taux directeur. Soit elle augmente quand ça l'arrange, elle diminue quand ça l'arrange, elle joue sur les taux directeurs. Donc, dans le cas de l'économie américaine, pendant que ça entraîne une récession de l'économie américaine, pour que l'économie américaine puisse se relever, techniquement, il fallait augmenter les taux d'intérêt. Techniquement, il fallait augmenter les taux d'intérêt. Vous savez quoi? On augmente les taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Parce que si le taux d'intérêt est bas, toi et moi on va l'emprunter, lui il va l'emprunter, on aura l'argent pour aller consommer. Plus on consomme, les prix vont augmenter. Voilà un peu la logique. Et plus tu as de l'argent, plus moi j'ai de l'argent, plus on a de l'argent, plus on va consommer. Mais la consommation, il faut être contrôlé. Il y a un certain niveau normal. Si on dépasse le niveau de consommation, ça va faire que les prix vont flamber. Donc la banque centrale a vu pour que les prix, puisque les prix sont augmentés, pour que les prix baissent, il faut qu'elle augmente les taux d'intérêt pour ne pas que toi et moi, les entreprises, aillent emprunter pour avoir beaucoup d'argent pour manger. Mais si on a beaucoup d'argent, ça va augmenter les prix. Bon. Donc, elle augmente les taux d'intérêt. Mais quand elle augmente ses taux d'intérêt, il y a maintenant un VSB dans le problème. Elle a augmenté ses taux d'intérêt. Alors que VSB a pris l'argent prêté à l'État. VSB a pris de l'argent pour prêter à l'État. Maintenant, en économie, c'est-à-dire, les prêts que l'État lui a offert, on appelle ça des obligations. Les bons du trésor. Voilà, ce sont les bons du trésor. Mais en économie, lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations diminue. Je prends un exemple. Tu m'as prêté des 10 000, n'est-ce pas? Et dans les 10 000, je te vais donner 11 000. J'ai pris ces 10 000 là pour aller prêter à des chiffres, pour avoir 12 000. Mais pendant ce temps-là, entre un mois qui est entre moi et puis les 3 semaines qui est entre moi là, la banque centrale a augmenté les taux d'intérêt. Ça a été quoi? Puisque les taux d'intérêt ont augmenté, comme moi j'ai emprunté avec toi, toi tu vas recevoir plus d'intérêt. Les 1000 francs sont plus 1000 francs, ça va augmenter. Pas de problème. Mais lui, à qui moi j'ai donné de l'argent, comme les taux d'intérêt ont augmenté, ça va augmenter, mais les 10 000 francs qu'il y avait à lui, ça ne va plus coûter 10 000, ça va diminuer. Et si ça diminue, ça va se répercuter sur toi. Donc lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur, ton capital de départ là, diminue. Dans ce cas, la banque centrale n'arrange pas les taux. Voilà, ça n'arrange pas, ça dépend du contexte. Tu vois. En fait, la finance c'est un peu comme tu dis. C'est-à-dire, chacun, on se donne la patate chaude. Maintenant, c'est à toi maintenant. Si tu disais que toi, tu vois quelque chose de chaud, tu te protèges, tu vas mettre un gant. Mais si tu as un petit gant en paille, ça va te blé. Tu vas prendre un gant en cuir. Ça ne pas de gestion de risque. Vous voyez, il faut calculer. Vous voyez, il y a quelque chose de chaud, tu sais mon risque. Comment toi tu fais pour gérer le pas de ça va être c'est l'économie, c'est la prévision. Donc, quand la banque centrale augmente ses taux d'intérêt, la valeur du capital de l'argent qu'ils ont prêté ici, là, ça baisse. Alors que l'argent qui est prêté là, c'est l'argent des gens qui sont ici. Si lui m'avait prêté 10 000,
m'avais prêté 10 000, plus intérêt peut-être 1,5%. Je ne vais plus lui ramener 10 000, je vais lui envoyer 19 000. Et ouais, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas 10 000, tu m'envoies 9 000, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ceux à qui je suis allé prêter là, l'argent de là-bas a diminué. Et comme l'argent de là-bas a diminué, je ne pourrais pas donner ton argent. Ok, tu dois me donner ton argent. Alors que moi aussi, je dois payer mes fournisseurs. Donc c'est comme ça maintenant. Et je partais, est-ce que tu as payé? Non. Donc tout le monde vient maintenant, la rue, maintenant, les banques maintenant viennent, les entreprises, elles viennent prendre l'argent. Les 189 milliards qui sont ici, elles viennent prendre ça. Pendant qu'elles viennent prendre, on n'a pas l'argent. Mais c'est obligé d'être. Hein? C'est obligé d'être. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est ça qu'il dit que oui. Tout est une soit un timing. Parce que tout le monde ne peut pas se retrouver même le même jour à la même heure pour venir voir son argent, c'est pas possible. Mais c'est pas sa faute. Non, oui, mais c'est le système. Tu vois, c'est pas sa faute. C'est pas la faute de VSB. Voilà. Donc, tu vas voir que dans ce là tu vois que c'est pas sa faute. Mais aussi, c'est la faute du système. Voilà. Tu vois, tant que tu as bien dit, c'est pas sa faute. Parce qu'elle a joué le faux jeu. Mais c'est pas sa faute parce que pendant c'est pas sa faute, on est d'accord. Mais en 2019, 2021, 2022, ceux-là ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont pris leur beaucoup d'argent pour te donner. Tu étais content. Tu as pris ce beaucoup d'argent pour aller donner aux gens. En ce moment, on n'a pas augmenté tout l'intérêt. Tu t'es pas compte de rembourser. Parce qu'en économie, c'est que tu gagnes, c'est que l'autre paie. C'est que tu gagnes. Si tu as gagné l'argent qui t'a appris, tu gagnes. Donc pendant ces 2 ans, tu t'es bien content. Maintenant, après, les gars disent, bon, ok, la route qu'on ne dépense pas. Si on ne prend pas une décision, ça va se gâter pour tout le monde. Parce qu'elle était la 16e plus grosse banque des États-Unis. Et si sa faillite n'est pas bien gérée, ça peut contaminer tout le système bancaire américain. C'est comme une gangrène. Non, avant que la gangrène ici ne évolue, il faut la couper. Tu vois? Et VSB Bank était la 16e banque des États-Unis. Elle était pas une grosse banque. Comme on dit dans le jargon, elle n'était pas une banque systémique. C'est-à-dire quoi? C'était pas une banque, quand elle avait fait faillite, ça allait créer un problème systémique. Donc, la faillite de VSB Bank pouvait créer ce qu'on appelle un risque systémique. On a parlé des risques de liquidité, on a parlé de ce qu'est un risque systémique où plusieurs banques pouvaient être contaminées. Parce que les placements qu'elles font là, tu vas fouiller, il y a des banques de placement chez elles. Et vice-versa, des banques américaines, des banques chinoises, des banques européennes, tout est lié. Donc si ça se garde aux États-Unis, ça peut contaminer l'Europe, ça peut contaminer la Chine. Tout est lié. Mais est-ce que la Banque centrale est obligée de remonter le taux d'intérêt? Elle est obligée de remonter. Pourquoi ne pas rester sur le taux d'intérêt? Non, elle ne peut pas, parce que bon, ça c'est le coûts de base en économie. Quoi. Quand par exemple, c'est ce que je te dis, lorsqu'il y a, c'est comme par exemple, te dis par exemple, on n'est pas médecin, lorsque quelqu'un il chauffe, il a les symptômes du palu. Si tu as vu qu'il a tous les symptômes du palu et que tu dois lui prescrire les bains de palu en tant que médecin, c'est ce que tu as appris à l'école. Donc la banque centrale, c'est elle qui connaît tous les voyants de l'économie. Elle sait que, tu vois bien qu'en 2019, et cette période-ci, je pense qu'il n'y a pas eu de dose drastique des taux, mais parce qu'elle a vu qu'on est arrivé à un point de non-retour si on ne le fait pas. En fait, c'était pas à cause de VSB Bank, c'était dû à l'ensemble de l'économie
américaine et l'économie mondiale, parce que les Américains ils gèrent l'économie selon eux, mais selon aussi l'économie mondiale. Quand l'économie américaine fonctionne, l'économie chinoise fonctionne. Voilà. Tout est l'économie européenne fonctionne. Voilà. Si l'économie américaine fonctionne, ils vont produire les États-Unis, c'est l'un des plus grands producteurs de véhicules. Eux produisent les véhicules, mais les produits les voitures qui produisent, c'est vrai, sont consommés aux États-Unis, nous sommes consommés en Europe, nous sommes consommés en Chine. Nous, on n'est pas là, parce que ce n'est pas significatif. Plus l'économie américaine tourne, plus l'économie de l'Europe, de l'Asie, ça tourne. Plus l'économie chinoise tourne, ça tourne pour tout le monde. Voilà. Donc, la Banque centrale, ici, voyant que les indicateurs macroéconomiques n'étaient pas bons, en l'occurrence, le problème de l'inflation, l'inflation qui est la hausse généralisée des prix. Donc, l'un des outils pour couper l'inflation, c'est d'augmenter le taux d'intérêt. Quand on augmente le taux d'intérêt, la masse monétaire diminue. C'est-à-dire que l'argent qui est dans l'économie a diminué. Parce que c'est un pays qui a beaucoup d'argent. C'est-à-dire tout est calculé. Quand la Banque centrale met l'argent dans l'économie, on voit les billets des banques, on fait les prêts là. Quand on fait ça là, c'est lié à des calculs. Mais quand on atteint un point qui risque de créer un déséquilibre, on réajuste. Donc tu as posé la question, est-ce qu'elle est obligée? Elle est obligée parce que économiquement, pendant si on n'a pas fait ça, on sera dans une situation d'inflation généralisée et ça va créer beaucoup de problèmes. Donc, pour maîtriser que l'inflation ne s'installe pas, elle a augmenté ses taux d'intérêt. Malheureusement, quand elle a augmenté ses taux d'intérêt, la valeur des obligations a chuté. Techniquement, c'est comme en économie. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations baisse. Ça, c'est des règles en économie. Non, ça, c'est le risque majeur au niveau des banques. Voilà. L'un des risques. Voilà. Donc, tu vois, et le module, ce module, c'est quoi? C'est gestion des risques. Bon, généralement, des risques liés à la banque, à la finance. Voilà. Donc, là, on a parlé de risque de liquidité. Là, on a parlé ici au risque systémique, c'est-à-dire un risque qui peut affecter tout le système bancaire. En Côte d'Ivoire, dans l'UEMOA, bon, à Abidjan, on a environ 32 banques et établissements de crédit. À Abidjan. Mais toutes les banques n'ont pas le même poids. Tu as parlé des BACI. Quand tu as dit que ouais, tu as vu, ils sont partis là-bas beaucoup. Les BACI, c'est comme une goutte d'eau dans le verre. Ce n'est pas une banque systémique. Sur la place d'Abidjan, il y a 3 banques systémiques. C'est-à-dire que ces 3 banques à elles font 60% du marché. C'est Société Générale, Ecobank, Banque Atlantique. C'est 3. Derrière, tu as les NTA, tu as les CIP, le groupe Atidja, etc. Donc, la Banque centrale, elle a dans sa tête que ces 3 banques-là, si elles font faillite, le système bancaire risque de s'écrouler. Donc, s'il y a un problème à la SGBC, à la base, il y a une banque, c'est très grave. Il n'y a pas quelques semaines, quelques mois ici, il y a eu une grosse fraude qui s'est passée dans les banques. Plus de 35 milliards. C'est pas que tu as vu ça? Plus de 35 milliards ont été de fraude, de la fraude, 35 milliards. Société Générale, Ecobank, basse. 35 milliards, c'est beaucoup d'argent, c'est rien pour le système. Donc, aux États-Unis, VSB Bank n'est pas une grosse banque. Elle est la 16e banque. Elle fait un total bilan, je crois, de 212 milliards de dollars. Et puis, je précise un institut, ça a été dit dans l'article. Au fait, lorsqu'il y a eu les crises, lorsqu'il y a eu la crise de 2008, bon, je ne sais
pas si tu as entendu parler de ce qu'on appelle la crise des subprimes. En 2008, il y a eu une grosse crise financière aux États-Unis. Quand cette crise est arrivée, la Banque centrale américaine a dit ok, pour les banques qui ont une taille de 250 milliards, on va avoir c'est bon. Une banque qui a une taille de 250 milliards, il faut qu'on ait un regard rigoureux. C'est comme quelqu'un qui te dit entre 5 personnes qui te doivent. Mais tu vas te concentrer sur ceux qui te doivent le plus. Ceux qui te doivent 100 000, mais d'autres entre 100 000 et qui te doivent 2 millions. Il faut aller à 100 000. Donc, la banque centrale a dit c'est des banques qui avaient 250 milliards. Après, lorsque Donald Trump est arrivé, il a mis ce montant à 50 milliards. Et pardon. Attention. Non, c'est pas non. C'est plutôt l'inverse, voilà. Voilà, c'est plutôt l'inverse, voilà. Avant plutôt à 50 milliards, ils ont mis ça, et tout, il a mis ça à 250 milliards. Mais il se trouve que VSB Bank n'atteignait pas cette limite-là. Elle était à 212. Donc, la banque centrale s'en foutait, alors qu'il y avait un problème là. Alors que si, par exemple, on s'était limité au montant de 50 milliards de dollars ici, à partir de 50 milliards, on va être regardant, cette banque-là pouvait être sauvée. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, tu as posé la question ici, ce qui s'est passé, est-ce sa faute? C'est vrai qu'en partie, ça a changé de mettre un mais aussi la banque centrale a failli. Parce que c'est elle qui a réduit les conditions de contrôle. La banque centrale américaine a failli. Parce qu'elle a réduit la taille pour qu'on puisse avoir un regard critique dessus là. Elle a réduit ça. Oui. En même temps, les banques sont censées savoir à quel moment placer son argent. Bien sûr. Parce qu'ils ont mis des obligations alors qu'il y a le taux d'intérêt qui a augmenté. Oui, oui. Normalement, une banque devait savoir à quel moment placer son argent par rapport au taux d'intérêt. Oui, c'est pas faux, mais en fait, ça, c'est une analyse à posteriori. Parce que, comme je te disais ici, le truc s'est passé en 2019, 2022. Et on était dans une dynamique où tout marchait. Les startups qui étaient les déposants ici ont eu beaucoup d'argent. Ces mêmes startups-là ici, ces banques-là les ont financées. Elles sont là pointées sur le marché pour financer le développement. Elles ont eu de l'argent, elles ont déposé. VSB Bank aussi, elle a plus d'argent, elle a investi dans des titres moins risqués. Parce que une bonne partie de ces 180 milliards-là, plus de 75% de ces montants sont partis. On a pris ça pour aller prêter de l'argent à l'État. Ils n'ont pas pris ça pour aller investir dans des actions, ils ont pris ça pour aller investir dans des placements sûrs. Et le placement le plus sûr, c'est quand tu prêtes de l'argent à l'État. Mais malheureusement, ils n'avaient pas anticipé une dégradation des taux d'intérêt. Voilà. Ils n'avaient pas anticipé parce que bon, ça marchait, tout. Après, bon, on a une situation ici d'inflation économique. Mais après, en 2022, la Banque centrale dit ok, bon, on arrête, on va augmenter tout. Parce que généralement aux États-Unis, en Europe, dans les grandes banques, la Banque centrale, elle réduit les taux en fonction de l'économie, en fonction de l'évolution de l'économie. Chaque mois, chaque trimestre, c'est pas comme ici où tout est statique, la BCAO. Voilà, là-bas, tous les mois, on réajuste les conditions. Voilà. Je crois même ici, ici même, je crois, la Banque centrale ici avait augmenté ses taux d'intérêt il n'y a pas longtemps, mais ils ont baissé, c'était à 3,50, c'est passé à 3,25 maintenant. Donc voilà un peu ça. Donc, comme tu as dit, ce n'est pas sa faute, mais voilà, les responsabilités sont situées. Donc, en termes de risque, on a eu un risque de liquidité parce que les déposants voulant prendre leur argent n'arrivent pas à prendre leur argent, la banque n'arrive pas à faire face, donc ça crée ce qu'on appelle un risque de liquidité. La banque, qui est une banque qui fait
212 milliards de dollars de bilan, qui est la 16e banque américaine. C'est vrai qu'elle n'est pas une grosse banque, mais elle pouvait entraîner ici un risque systémique. Voilà. Parce qu'il y a eu le cas à l'époque ici, quand on est venu en 2017-2008, il y a eu une des plus grosses crises, la crise des subprimes, où il y a des banques qui existaient depuis 200 ans qui ont fait faillite. Et c'était des banques systémiques. Qu'elles ont fait faillite, l'État américain est obligé de racheter ces banques-là. Parce que si les banques-là disparaissent, ça va créer un problème. Donc en termes de risque, il y a un risque de liquidité, un risque systémique, et il y a quel autre risque dont on parle même, on a parlé, un risque de l'instrument sur lequel la banque centrale joue, le taux d'intérêt. Il y a un risque de taux d'intérêt. Le risque de taux d'intérêt, c'est que le taux d'intérêt varie dans un sens qui ne nous arrange pas. Ici, par exemple, le taux d'intérêt a augmenté. Et puisque le taux d'intérêt a augmenté, nous qui avons par exemple des obligations d'État, ou même qui avons des bons de trésor, la valeur de ces bons va diminuer. Donc c'est un risque. Ça a été un risque pour VSB. Parce que tout le capital qu'elle avait ici là a chuté. Alors que c'est l'argent des gens. Donc il y a un risque de taux d'intérêt. Donc lorsque le taux d'intérêt augmente ou diminue, ça peut jouer favorablement comme défavorablement sur le portefeuille qu'on a, sur le bien qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre lorsqu'il y a un risque de... Bien sûr, c'est en cela si on parle de gestion des risques. Tu vois, en fait, c'est ça que je dis. Pour pouvoir faire la gestion des risques, il faut d'abord connaître le risque. Quelle est la nature des risques auxquels nous sommes exposés? Une fois qu'on connaît la nature des risques auxquels nous sommes exposés, il faut évaluer ce risque-là. Ça va nous coûter combien si ce risque-là arrive. Maintenant, pour ne pas que ce risque-là arrive, pour réduire ce risque au maximum, il y a des outils et des stratégies pour réduire ce risque. Ça peut être quoi? Des produits d'assurance. Ça peut être des produits comme des produits de couverture. Donc, en finance, pour se couvrir, parce que bon, si on se disait que ici il n'y a pas de risque, parce que c'est des trucs, c'est à l'État, voilà. Mais en finance, quand tu as les taux d'intérêt, tu te couvres, on appelle ça c'est des produits de couverture. Voilà, donc tu vas aller souscrire à des produits de couverture. Tu vas aller voir d'autres banques qui sont spécialisées dans la couverture des risques. On leur dit, ok, quand le taux d'intérêt va évoluer de façon défavorable, si je paie aujourd'hui là, il faut me couvrir. Donc, bon, voilà. Donc, tu vois, en termes de gestion de risque, une fois qu'on connaît le risque, on a l'évalué, on peut se protéger. En allant payer des primes, ce qu'on appelle souvent des primes de risque chez un assureur ou bien chez une compagnie spécialisée dans la gestion des risques financiers. C'est pareil pour le risque systémique. Pour le risque systémique, bon, il y a d'autres instruments, voilà, encore beaucoup plus complexes. Donc, pour le risque de liquidité, il y a d'autres instruments aussi pour se prémunir contre le risque de liquidité. Voilà. Donc, dans l'article, si vous continuez de lire l'article, excusez-moi, si vous continuez, si vous continuez de lire l'article, vous allez voir qu'aux États-Unis, l'État américain garantit l'argent des déposants à hauteur de 250 000 $ plus. Ça dit quoi? Quand tu vas ouvrir un compte aux États-Unis dans une banque, que par exemple tu as déposé 10 000 $, si la banque l'a fait faillite, l'État te rembourse les 10 000 $. Donc ça veut dire que lorsque les banques, elles reçoivent de l'argent de leurs clients à un certain montant, elles doivent constituer derrière des dépôts de garantie.
avec l'État. Donc, tu as déposé 100 000 dollars, ça veut dire que tu es dans la limite. Tu déposes 200 000 dollars dans la limite. Tu te dépasses, si par exemple tu déposes 300 000 dollars, on ne pourra couvrir que 250 000 dollars. C'est là qu'on fait faillite. Tu utilises des peines combien 50 000. Parce que les 250 000, l'État prend ça en garantie. Donc, dans l'article, si on peut lire un peu l'article, je crois bien, à ce niveau-là, ça a tué, on va. Ok, donc, on voit l'article là. Dans quelle partie? Non, ok. Non, c'est des échos. Non, c'est pas des échos là. C'est là, ok. C'est pas qui, est-ce que qui a vu la partie dont on parlait? Voilà. Dans la partie, comment les autorités monétaires américaines ont-elles réagi lorsqu'il y a eu la situation? On dit quoi? Les autorités américaines ont répondu rapidement de manière à renforcer la confiance dans le système bancaire américain et à éviter la contagion. Après avoir pris le contrôle de Signature Bank, qui est une autre banque qui était en difficulté le dimanche 12 mars, elle a annoncé plusieurs mesures. Tout d'abord, les dépôts de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank seront garantis dans leur intégralité. Bien au-delà donc du plafond de 250 000 dollars. Parce que c'est pas là, ça va être plafonné. Comme je dis ici, aux États-Unis, l'État américain ici, plafond jusqu'à 250 000 dollars. Lorsque tu déposes l'argent, que c'est en dessous de 250 000 dollars, si ça te fait faillite. L'État donne l'argent. Et quand je viens de dire, tous les dépôts qui sont faits dans les banques, l'État américain garantit jusqu'à 250 000 dollars. C'est-à-dire quoi? Si tu as par exemple déposé 100 000 dollars, tu es dans la fourchette de 200 000. C'est-à-dire quoi? Si la banque fait faillite, les 100 000 dollars que tu as mis à la banque, l'État américain va te rembourser ton argent. Maintenant, comme l'État américain a vu que comme la crise était forte, la limite de 250 000, elle allait au-delà. Elle allait plus que ça. Pour permettre aux épargnants de ne pas perdre l'argent. Ouais, donc, quand l'État prend ses garanties, qu'est-ce que l'État va faire? L'État, avec la Banque centrale, l'État va utiliser ce qu'on appelle la planche à pied. L'État va produire de l'argent. Donc, on me dit ici, voilà. Donc, les dépôts de la Silicon Valley Bank et des Signature Bank seront garantis dans leur intégralité, bien au-delà donc du plafond de 250 000 dollars prévu par la législation américaine. Cela concerne plus de 85 clients de ces deux établissements-là. En fait, l'État l'a fait parce que plein de clients de ces deux banques-là avaient de l'argent qui dépassait 250 000 dollars. Et ces personnes-là représentaient 85% des clients. Donc c'est beaucoup. Voilà. Parce que généralement, Signature Bank et puis VSB Bank, la majorité de les clients, c'était les entreprises, les nouvelles technologies, et puis des gens fortunés. Avoir plus de 250 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc, on se rend compte que c'est une banque où il y a des gens qui avaient des gens fortunés, des entreprises qui avaient de l'argent. Et eux, ils représentaient plus de 85%. 85% des clients avaient plus de 250 000 dollars dans la banque. Donc, pour ne pas que ça ait un impact sur les épargnants, l'État a décidé d'aller au-delà de la limite de 250 000 dollars. C'est-à-dire, si tu as 1 million de dollars, l'État va garantir ton million de dollars, etc. Donc, voilà un peu ça. Donc, à travers cet article-là, on a pu déceler ici des risques de liquidité, un risque systémique, un risque de d'intérêt.
Puis il y a quel autre type de risque encore auquel on peut. Ok. Ok. Il peut y avoir quel autre type de risque encore? Il peut y avoir quel autre type de risque? Un risque de liquidité, un risque lié au taux d'intérêt, une variation défavorable du taux d'intérêt sur notre patrimoine. On peut avoir un risque systémique et un risque lié ici à la contagion de l'ensemble du système bancaire et financier. Il peut y avoir aussi un risque de quoi? Parce que généralement ici, VSB Bank c'est une banque. Elle prête de l'argent. Elle prête de l'argent aux gens. Donc là, dans le cas d'espèce là, est-ce que les prêteurs ici de VSB Bank sont en difficulté ici? Sur à qui VSB Bank VSB Bank a prêté de l'argent à l'État. Est-ce que l'État là est dans une situation, l'État n'a rien à voir là? Voilà. Même si elle a produit, même si elle a prêté à d'autres types de prêteurs, il n'y avait pas de risque. Parce qu'il y a un risque, il y a un risque quand une banque prête de l'argent. Mais quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, quel est le risque auquel tu es exposé? Le risque, si n'a pas pu rembourser. Voilà, le risque de non-remboursement. Ce qu'on appelle le risque de contrepartie. Voilà. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas de risque de contrepartie parce que voilà, ici l'État qui était le plus gros emprunteur ici n'avait pas de problème de payer ici. Voilà. Donc parce qu'on appelle le risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, c'est le risque dû au fait que l'emprunteur ici, l'une des parties n'arrive pas à faire face à ses engagements. Donc le risque de contrepartie pour une banque, c'est le risque auquel ici un emprunteur n'arrive pas à payer sa dette. Voilà. Donc j'ai voulu qu'on fasse cet exemple-là sans entrer dans l'étude purement théorique ou copier. Mais après, lorsqu'on va voir les autres séances, on va revenir là-dessus. Hein, c'est simplement la théorie. Mais là, vous voyez que là, c'est purement pratique. Hein. On comprend ça réellement. Voilà. Donc on a un risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, c'est le fait que